Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour regarder l'actualité avec un peu plus de recul, de hauteur, et on va parler de la Grèce. Ça fait des jours que l'on parle de ce dossier grec. Bien sûr, on va en débattre ce soir. Tous les projecteurs sont braqués sur ce pays qui est à court d'argent. Il doit 1,6 milliard d'euros au FMI. La date butoir, c'est le 30 juin. Il y aura d'autres dates un tout petit peu avant, mais la date butoir, c'est le 30 juin. Il y a évidemment un enjeu important. C'est un bras de fer depuis des jours et des jours entre Bruxelles et le gouvernement d'Alexis Tsipras, qui a rencontré d'ailleurs le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il y a un risque de défaut de paiement, ça c'est un sujet évidemment important. Il y a un débat autour de l'euro. Il y aura des conséquences graves, on y reviendra dans quelques instants. Et puis il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il n'y a peut-être pas que l'austérité pour sortir la Grèce de l'ornière. Je pense à notamment l'économiste Thomas Piketty qui accuse l'Allemagne et la France, je le cite, d'avoir organisé l'austérité en Europe. Il y a d'autres solutions peut-être, celle peut-être tout simplement d'effacer la dette grecque. C'est une question qui est soulevée par un certain nombre d'hommes politiques, la question de l'austérité. Et puis, en langage diplomatique, Angela Merkel est en train un tout petit peu d'évoluer ces dernières heures, je dis bien ces dernières heures. Peut-être a-t-elle envie de sortir par le haut, comme on dit, de cette crise. Et puis on va revenir sur les réformes, parce qu'elles sont attendues par la BCE, les réformes que doit faire la Grèce sur les retraites, sur son système de TVA, sur l'électricité, bref, un nombre de réformes importantes que la Grèce n'a pas encore entrepris et qui évidemment posent un problème en ce moment même. On fait le point ce soir. Est-ce que la Grèce doit accepter l'austérité pour sortir de la crise? On en débat avec nos invités. lcp.fr, vous connaissez l'adresse, évidemment, le JDD.fr, hashtag CVR, c'est pour les tweetos. Et je vous indique que si vous souhaitez voir nos programmes, vous pouvez les voir sur notre site en replay, n'importe quand. Et c'est pratique. 4 invités pour débattre de ce sujet. Marie-Françoise Bechtel, bonsoir. Députée apparentée socialiste de l'Aisne, vous êtes vice-présidente du MRC. C'est important de le préciser. Vous avez signé une tribune avec 50 autres députés, des frondeurs notamment, sur la place de la France qui est aux côtés, dites-vous, de la Grèce. On reviendra évidemment sur vos arguments. Et vous êtes très critique sur cette politique d'austérité imposée par Bruxelles. Merci d'être avec nous. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen UDI, vous êtes ancien ministre de l'économie. Votre livre, justement, qui est au cœur du sujet, l'Europe, dernière chance pour la France. On a envie de dire l'Europe, dernière chance pour la Grèce. On pourrait presque changer le titre de votre livre. Il est sorti, votre livre, chez Kalman Levy. Face à vous, Maxime Parodi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'OFCE et justement, je parlais de Thomas Piketty. Vous avez signé une tribune dans Le Monde il y a quelques jours. Sauvons la Grèce par la démocratie. Et vous dites, faut tout changer. C'est pas la BCE, c'est pas la Commission qui doit imposer finalement son diktat. C'est une nouvelle autorité démocratique. Voilà. On en parlera avec vous parce que c'est peut-être par la démocratie, évidemment, que sortira la crise grecque. Et puis, votre livre, L'égalité, une passion française, qui est un livre collectif qui est sorti chez Armand Collin. Et puis avec nous, Georges Prévalakis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique à Paris, Panthéon-Sorbonne, Paris 1, à la Sorbonne. Et puis vous êtes un ancien ambassadeur, tout jeune, ancien ambassadeur, ça vous fait sourire, ambassadeur grec, donc vous avez eu des responsabilités évidemment officielles, ambassadeur à l'OCDE. On en parlera avec vous dans quelques instants. J'ai lu plusieurs tribunes que vous avez écrites et vous êtes quelqu'un de très pessimiste sur la sortie de crise et vous parlez évidemment de l'intérieur de votre pays en parlant d'un système corrompu. On en parlera avec vous dans quelques instants. Il ne faut pas faire que de l'économie, dites-vous, mais aussi de la diplomatie et lutter contre le crime organisé qui mine la société grecque. On en parlera avec vous dans quelques instants. D'abord, on va partir en Grèce. Vous allez voir, on va partir dans votre pays. Direction l'Attique, à la rencontre, vous allez le voir, de cette toute nouvelle présidente de la région. C'est une jeune femme, évidemment une proche d'Alexis Tsipras. Élection d'Alexis Tsipras, vous allez le voir, qui avait soulevé un vent d'espoir dans la population grecque. Peut-être douché ces dernières semaines par des réformes qui n'arrivent pas, qui n'aboutissent pas, comme nous le raconte Jean-Baptiste Daoulas. Plus jeunes, plus décontractés, ils sont les nouveaux visages du pouvoir en Grèce. Il y a un an, Rena Dourou devenait l'une des élues locales les plus puissantes du pays. À la tête d'une région de 4 millions d'habitants, elle arrive avec une mesure choc contre la crise. Reconnecter tous les foyers où l'électricité a été coupée. Avec le programme Électricité pour tous, on met un filet de sécurité pour protéger les personnes frappées par la crise humanitaire. Il s'agit de retrouver de la croissance, parce que nous ne pouvons pas avoir de la croissance si la société est éprouvée. Une centaine de foyers reconnectés, 10 000 autres où le courant ne sera pas coupé grâce à une aide financière de la région. Le programme Électricité pour tous est symbolique, mais il a un coût, 2,5 millions d'euros par an. Syriza a peu de moyens financiers pour changer la vie des Grecs.
Dans ce dispensaire de la banlieue d'Athènes, il y a toujours autant de personnes en difficulté. Je mets ça là et ça servira à celui qui en a besoin. Dionysia et ses amis épluchent des légumes bientôt périmés, fournis gratuitement par une grande surface. Au chômage depuis 5 ans, divorcée depuis l'an dernier, elle a encore trop de ressources pour profiter du programme Électricité pour tous. Moi aussi, je risque de rentrer chez moi un soir et de voir ma maison plongée dans le noir. Sans eau, ni électricité, ni rien du tout. Je dois encore 670 € de facture d'électricité et 150 € de facture d'eau. Les choses sont vraiment très difficiles. Tous les jours, je vois venir des gens qui avaient une situation, une famille. Et maintenant, ils viennent frapper à la porte ici. Moi, ça me fait mal. L'arrivée au pouvoir de Syriza n'a rien changé au quotidien du dispensaire. Ça, ce sont les gens qui attendent la distribution de nourriture. Mais ici, on reste bienveillant avec le gouvernement. Il y a eu comme un courant d'optimisme avec Tsipras. On était tous portés par ce courant. Tsipras est devenu très populaire. Pareil pour Yanis Varoufakis. Mais il y a des limites. On leur laisse un certain laps de temps, mais s'ils ne font pas ce qu'il faut, on va se rebeller. On n'a vraiment pas d'autre choix. Le bénéfice du doute, Syriza l'a déjà perdu sur le port du Pirée. En janvier, le gouvernement de Tsipras avait bloqué la privatisation du site. Mais le projet vient d'être relancé pour donner des gages aux créanciers du pays. Avec l'extension de la privatisation, tout ce morceau, la partie avec les paquebots et la partie dédiée aux passagers, la totalité du port sera donnée à la société privée qui va l'acquérir. En janvier, beaucoup d'ouvriers du port pensaient enterrer la privatisation en votant pour Syriza. Ici, on avait négocié des conditions de travail décentes. Mais maintenant, notre futur, c'est l'insécurité pour tous. Dans un laps de temps court, vraiment très très court, il s'est avéré que le gouvernement actuel a menti au peuple grec. En fait, il continue exactement sur la voie qu'avaient tracée les gouvernements précédents. Tout ça au nom du capitalisme et au nom de la dette, comme si les salariés étaient responsables de la dette. Au sein même de Syriza, certains accusent le gouvernement de Tsipras de se renier. Mais Renadourou assume une ligne plus pragmatique. Ce sera la guerre pendant 5 ans, mais nous avons déjà fait un bilan de ce que nous avons fait et il y a déjà des petites améliorations qui vont nous mener à des progrès encore plus importants. Si on voulait faire trop de choses trop vite, on prendrait le risque de ne plus avancer du tout. Difficile pour Syriza de trouver le bon équilibre entre une dette qui interdit toute marge de manœuvre et une population grecque qui attend le respect des promesses de campagne. Voilà, puis nous aurons une sentinelle citoyenne qui s'appelle Guillaume. Il sera devant sa webcam, il posera des questions à nos invités. Puis 2 informations, il y a une manifestation en ce moment même des communistes devant le ministère des Finances grec. Voilà, pour l'image, ils ont arraché le drapeau européen pour remettre le drapeau grec. Et puis la télévision nationale a réouvert aujourd'hui alors qu'elle avait fermé parce qu'il n'y avait plus d'argent et la télévision va pouvoir émettre de nouveau comme ça des petits signaux. Marie-Françoise Bechtel, Jean Arthuis et nos 2 autres invités experts. Mais quand vous voyez ce reportage, quand même, on a le sentiment des lecteurs, de citoyens grecs qui sont un peu douchés. Ils avaient eu le sentiment que Alexis Tsipras allait renverser la table, que des réformes allaient se faire très très rapidement. On voit quand même des gens aujourd'hui qui doutent et qui s'interrogent sur sa capacité réellement à réformer le pays ou en tout cas à lutter contre Bruxelles. Oui, je crains que ce soit une scène qui ait été 1000 fois jouée dans l'histoire du monde contemporaine. On met sa foi dans quelqu'un qui va vous sortir de la misère et puis ça ne se passe pas. Alors pourquoi? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le peuple grec est pressuré dans une situation du pays qui est extrêmement difficile, où le pays lui-même a des tas de responsabilités, mais je ne suis pas sûre que le peuple soit le premier responsable. Je suis même
plutôt sûr du contraire de la situation dans laquelle est la Grèce, qui, que je sache, a des couches intermédiaires, des banquiers, des décideurs économiques, et naturellement une classe politique qui a pu quand même poser de sérieux problèmes. Alors si on met tout ça ensemble, si on regarde l'intérieur, et si on regarde qu'à l'extérieur, la Grèce est aux mains des docteurs miracles de l'Europe, alors oui, je crois que le peuple grec a, me semble-t-il, du souci à se faire. Docteur Miracle, c'est quoi? C'est la BCE, c'est la Commission, c'est le FMI qui lui aussi réclame son dû? Ce sont les médecins de Molière. La saignée, vous dis-je. On doit purger jusqu'à ce que le pays soit exsangue, et quand il sera exsangue, le malade mourra guéri. C'est Molière. Je vous vois bouger la tête, Jean-Arthus. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes député européen. Ce qui est intéressant, c'est on a un ancien ambassadeur qui est grec, qui va nous raconter son pays de l'intérieur, mais vous, le député européen, qu'est-ce qui se dit comme ça dans l'hémicycle entre collègues de plusieurs pays quand vous parlez de la Grèce? Vous avez le sentiment que la méthode utilisée, c'est-à-dire la saignée, l'austérité est la bonne méthode? Il faut payer d'abord, puis négocier ensuite? Le vrai sujet, c'est que la Grèce est entrée dans la zone euro, alors que manifestement, elle n'aurait pas dû y entrer. Erreur historique. Erreur historique. Absolument. Bon. Trop tard. Fallait pas fermer la porte à Platon. Bon, l'ayant admise... Et à Goldman Sachs. On aurait dû la surveiller. Ce qu'on a renoncé à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement de la zone euro. On a partagé une souveraineté, la monnaie, mais on n'a pas mis en place de gouvernement. C'est très juste. Alors comme il n'y avait pas de gouvernement, et faire naître une monnaie sans État, c'est un défi historique sans précédent. Donc on a dû inventer un règlement de copropriété. Le pacte de stabilité et de croissance. Pas de déficit supérieur à 3%, pas de dette publique supérieure à 60%. Et on a fini par croire que le pacte de stabilité et de croissance était une politique. C'est pas une politique. C'est les conditions à remplir si vous voulez bénéficier de la monnaie unique. Alors, les Grecs entrent dans la monnaie unique. Avant la monnaie unique, les taux d'émission de la dette grecque, c'était 15%. Le lendemain de l'entrée dans la zone euro, c'est pratiquement le même taux que l'Allemagne. Formidable! La vie est belle. Et on laisse filer le bouchon. Et on a une notion très particulière de la sincérité des comptes publics. Et finalement, ça ne dérange pas trop les autres Européens parce on fait semblant de ne pas voir pendant assez longtemps. On fait semblant de ne pas voir. C'est vrai depuis l'origine. Oui. On fait semblant de ne pas voir. On s'intéressait à nos industries, de notre économie, de vendre à la Grèce. Parce que d'abord, on fournit des travaux publics pour les stades, pour les autoroutes qui ne débouchent souvent sur rien. Un métro à Athènes, des systèmes d'armes. On vend des armes. Quand on va enfin constater que les Grecs ont transformé le pacte de stabilité et de croissance en pacte de tricheurs et de menteurs, on va dire peut-être qu'ils pourraient déposer le bilan. Mais quand quelqu'un est surendetté, c'est qu'il y a des gens qui lui ont prêté de l'argent. Et qui a prêté de l'argent? Ce sont des banques françaises, ce sont des banques allemandes, ce sont des créanciers allemands. Les États, les contribuables se sont substitués progressivement aux banques parce qu'on était dans un risque systémique. Mais juste un petit mot, Jean-Arthus. Quand on voit ce reportage, vous êtes un homme politique, vous avez été ministre de l'économie. Est-ce que vous avez envie de croire au grand soir de Tsipras capable de pouvoir tenir des deux bouts, à la fois une forme de révolution à gauche et des exigences bruxelloises qui sont Tsipras s'est fait élire sur un programme qui n'a pas les moyens de financer. Et comme il n'a pas les moyens de le financer, qu'est-ce qu'il a dit, Tsipras? Il a dit « je veux rester dans la zone euro ». Ah oui, ça, il y tient beaucoup, il n'y a pas de contestation. Bon. Or, quand on est dans le club, si j'ose dire, de la zone euro... Il faut respecter les règles. Il y a un minimum de règles. Bon, moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, la Grèce ne paiera jamais ses dettes. C'est un apurement implicite c'est un théâtre d'ombre là qui se joue. Mais il faut quand même qu'il fasse un effort, bon sang. Parce que vous ne pouvez pas demander à des contribuables de différents pays, je pense à l'Allemagne et puis aussi à la France. C'est un gros contributeur. Hein. Vous ne pouvez pas leur demander des réformes de retraite parce qu'on n'arrive pas à équilibrer les comptes. Et que Tsipras dit, voilà, moi je vais me faire des retraites à 58 ans, et c'est vous qui allez payer. C'est pas possible. Donc Tsipras... Là, vous avez été le chiffon rouge. Vous dites à ceux qui nous regardent ce soir, attention, si les Grecs ne payent pas, c'est à vous de payer. Il faut qu'on soit raisonnable. Bon, Tsipras, s'il veut rester dans la zone euro, et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, alors il joue un peu là-dessus. Une espèce de partie de poker en disant, si jamais ça... Je vais jusqu'au bout. Et si jamais ça casse, ce sera un problème systémique pour l'ensemble de l'Europe. Georges Krevelakis, juste un petit mot à Maxime Parodi. Je vais vous entendre ensuite parce que j'ai envie d'entendre vraiment le discours de quelqu'un qui est à la fois en France mais qui connaît la Grèce parce que c'est votre pays. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez un ancien ministre de l'économie qui dit qu'il faut quand même qu'il fasse un effort? Vous vous dites, attendez, ce pays, c'est de l'antidémocratie ce qu'on demande. C'est qu'on élit quelqu'un sur un modèle et sur des choix politiques et il faut qu'il fasse exactement l'inverse de ce pourquoi il a été élu. Il n'y a pas qu'en Grèce. Il n'y a pas qu'en Grèce. Vous pensez peut-être à
à quoi? Au discours du Bourget, c'est ça? Peut-être. Voilà, non, mais pour être précis, c'est compliqué un homme politique quand il est élu et qu'on lui demande de faire l'inverse. Bien sûr, disons qu'au niveau européen, on leur demande des politiques structurelles, des ajustements qui dépendent d'études ou de modes successives. Donc, on n'est pas sûr de la validité, et qui sont des arbitrages qui sont faits sans les Grecs. Donc, il faut quand même laisser aux Grecs faire ces arbitrages, sachant que pour l'instant, effectivement, ils n'ont pas les moyens de mener cette politique. Donc, où on fait on restructure à nouveau un peu la dette, où on fait un New Deal, mais il faut que ces arbitrages soient eux qui les fassent et qu'ils aient quand même les moyens de le faire sur une durée assez longue. Restructurer la dette, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Ça veut dire qu'on fait un effort, on l'étale, on est à découvert à la banque et on étale le remboursement, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ce qu'on a déjà fait. Ce qui a déjà été fait. Voilà. C'est qui est déjà... Largement. Oui, bien sûr. Assez fortement. Georges Prévélakis. Ce qui risque de se faire. Je voudrais quand même... Mais s'il n'y avait pas eu l'euro, la Grèce n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Exactement. Et si la Grèce n'était pas dans l'euro, elle n'aurait pas pu faire de déficit, sinon elle n'aurait pas... Donc elle a profité de l'Europe, Jean-Arthur. Naturellement. Non, mais voilà, depuis qu'elle est dans la zone euro, son Ouais, PIB a été réduit de 25% depuis qu'elle est dans la zone euro, parce que la Grèce est un pays touristique, et donc elle faisait, grâce à sa monnaie, des rentrées fort importantes. Le tourisme représente encore pas loin de 20% de son économie. Jean Prévélakis, juste... Aujourd'hui, elle n'a plus que les salaires comme ajustement, comme dévaluation. Un mot et plusieurs. Vous nous dites, pour faire simple, parce que c'est un dossier qui est à la fois bancaire, technique, mais en même temps lié à la vie des Grecs, vous dites, on efface la dette demain, ça ne règle rien nos problèmes grecs. Oui, parce que le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on génère de la dette? Alors, je ne sais pas si on peut générer de la dette parce qu'il faut trouver des gens qui vont nous prêter de l'argent, c'est pas sûr. Mais si on ne traite pas le problème de fond, c'est que la Grèce ne produit plus de richesses. Ne produit plus de richesses parce qu'on a vécu, à partir de 81, on a vécu avec l'argent facile qui venait de l'Europe. Et cela a fonctionné comme une mauvaise pédagogie aux Grecs, qui, à la place de regarder ce qu'ils pourraient produire et vendre, s'est tourné essentiellement vers l'Europe en essayant d'obtenir une rente européenne. Donc la première étape, c'est déjà la période des années 80, quand on a commencé à recevoir des subventions que l'Europe ne contrôlait pas. Tout démarre là, donc finalement. l'argent, on a pris de mauvaises habitudes. Les subventions sont des activateurs de dépenses publiques et de dettes. Oui, et surtout, l'argent qui venait, on aurait pu l'utiliser beaucoup mieux. En fait, c'est pas seulement qu'il n'a pas été utilisé, il a fait d'énormes dégâts parce que cet argent a été capté par le système clientéliste et donc il a alimenté ces cancers qui est la corruption, etc. Donc la Grèce aurait été beaucoup mieux si elle n'avait pas reçu cet argent. Et ces mauvaises habitudes qui ont été créées pendant les années 80, ensuite, ont été amplifiées par la fiscalité. Donc vous voyez que c'est pas l'Europe qui est coupable, mais c'est le contexte qui a été créé par l'Europe qui a conduit. Bien sûr, l'Europe a de fortes responsabilités parce qu'elle n'a pas voulu contrôler. Georges Prévélakis, juste une question. Ce soir, il y a un débat très dialectique. Il y a la Commission, on va entendre le commissaire européen, le commissaire français européen qui s'est exprimé. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Il y a une interview dans La Croix d'un membre de la BCE qui dit la Grèce n'a pas le choix, elle doit se plier aux réformes. Vous êtes sur quelle ligne, vous, ce soir? Est-ce que la Grèce doit, et on va voir la liste des réformes, elle est terrible, réduire les pensions, mettre des taxes sur la nourriture, sur l'électricité. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle doit le faire? Nous sommes arrivés au bout d'une série de très mauvaises décisions. Parce que la crise, depuis le début de la crise, il y a 5 ans, on gère très mal cette affaire. C'est-à-dire on pousse les problèmes vers l'avenir et on ne suit pas une stratégie. C'est-à-dire ce sont d'autres critères, par exemple, sauver les banques, etc. Il n'y a pas eu de stratégie. On devrait évidemment faire le ménage. Ça, on a perdu beaucoup de temps. Mais est-ce qu'ils peuvent faire ces réformes? Est-ce qu'on peut augmenter la TVA sur l'électricité? Est-ce que la situation humanitaire est telle? Et on va venir évidemment à l'intérêt de ces réformes. On est dans une situation qui me paraît presque impossible, parce que dans le sens de la rigueur, je pense qu'on est arrivé aux limites. Pourquoi? Parce que c'est une partie de la population qui subit encore et encore le matraquage fiscal.
le système administratif n'est pas capable d'étendre la base fiscale. Donc je pense que même si la Grèce promet d'augmenter le taux d'imposition, etc., le gouvernement ne va pas réussir à recevoir ce qu'il doit recevoir. Et ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire l'autre volet qui sont les réformes structurelles. Là, ce sont des réformes qui n'ont des résultats qu'à moyen terme d'un côté, et ensuite, là aussi, on a besoin de confiance. C'est-à-dire, si le gouvernement dit on va moderniser l'État, etc., eh bien, il n'y a pas la preuve tout de suite. Donc, on peut très bien dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et au bout de 6 mois, on se rend compte que rien n'a été fait, et entre-temps, on a déboursé de l'argent. Donc, nous avons un déficit de confiance qui est très grave, qui a été construit pendant ces 5 années, à cause, si vous voulez, du comportement de plusieurs ministres, et ensuite, sur le plan de la rigueur, on est arrivé aux limites. Juste, écoutez Pierre Moscovici, parce que je l'évoquais, juste un petit mot, et ça va de débattre, parce qu'il y a la question de savoir si ce sont les bonnes réformes qu'on impose aujourd'hui aux Grecs. Je parlais d'augmentation de la TVA, de réformes sur les pensions de retraite, qui ont déjà été réformées, qui vont évidemment aggraver la crise humanitaire. Par le Conseil d'État et annulé, absolument. Le Conseil d'État vient de les annuler. Écoutez, regardez ce qu'a dit Pierre Moscovici, puisqu'on citerait aussi l'interview dans La Croix d'un des responsables de la BCE. Ça, c'est Pierre Moscovici sur RTL. Écoutez ce qu'il dit des réformes. Je veux donner un message qui est à la fois ferme et rassurant. Oui. D'abord, il y a encore des efforts à faire de la part des Grecs pour fournir la liste de réformes nécessaires pour que leur économie soit plus solide et aussi pour qu'ils puissent remplir leurs engagements vers leurs créanciers. Et ça, les institutions, le Fonds monétaire, la Banque centrale européenne, la Commission, appuyées par les États membres, demandent ces réformes. Elles doivent intervenir pour le bien de la Grèce et aussi pour la solidité de l'engagement, de l'accord que nous allons conclure. Ça, c'est la fermeté. Et je veux être rassurant aussi parce que je suis convaincu, je suis persuadé qu'il y a une volonté partagée, que maintenant les écarts sont suffisamment réduits pour que dans les jours qui viennent, nous intensifions le travail et que nous parvenions à ce résultat que tout le monde souhaite. J'aime beaucoup la tragédie grecque, mais je pense que maintenant il faut vraiment passer au happy ending. Voilà, il a le sens des formules, l'ancien ministre de l'économie et commissaire européen, parce que c'est la tragédie grecque finie, maintenant c'est l'happy end. Oui. Comment vous décryptez ce langage diplomatique? Moi, ce que j'entends, c'est vous n'avez pas le choix. Oui, je crois quand même que Pierre Moscovici, qui est un représentant particulièrement remarquable de la technostructure politique de la Commission européenne, traduit un petit peu quand même la voix des politiques ici. Il me semble que les politiques se sont un petit peu amollis. Je parle de Mme Merkel et du président Hollande, surtout Mme Merkel, puisqu'elle est en première ligne, hélas, dans ce type d'affaires. Nous n'entendons plus dominer la voix de M. Schäuble, qui joue un jeu extrêmement dangereux et néfaste. Il fait une sorte de teasing négatif perpétuel. Derrière ce que dit Moscovici, je crois qu'il me semble entendre la voix du président Hollande et d'Angela Merkel, qui se sont un peu adoucis, qui sont effrayés en réalité à l'idée que la zone euro pourrait être cassée, parce que la zone euro est une véritable religion. C'était une erreur de départ, mais comme il ne faut pas qu'on voit que l'euro était une erreur de départ, y compris... C'est pas une erreur de départ. C'est à mes yeux, si vous me permettez de faire une phrase, une erreur de départ, y compris pour un pays comme le nôtre, parce qu'elle était mal conçue et qu'elle nous a empêchés de faire vraiment notre compétitivité. Et vous savez pourquoi on a fait l'euro? On y reviendra peut-être plus tard. Je voudrais achever simplement mon raisonnement, mais je sais pourquoi. Pour des raisons absolument politiques et rien d'autre. Franco-allemande. Du coup, j'ai perdu le fil de mon discours. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la Grèce se trouve aujourd'hui dans une situation qu'elle n'a pas voulu et que, effectivement, le commissaire Moscovici traduit, je crois, ce qui me paraît être le début d'un assouplissement politique, parce qu'il n'y a plus d'issue dans cette affaire. C'est bloqué. Il n'y a plus d'issue. On vous parle de réformes structurelles, mais ce sont toujours les mêmes. Ce sont des réformes qui vont complètement assécher le pays par la saignée, créant l'impossibilité à la fois de la consommation et des rentrées fiscales dans un système fiscal qui est épouvantable. Et sans possibilité de contrôler ce système, puisqu'on ne peut pas recruter de la fonction publique, c'est-à-dire des contrôleurs du système fiscal. Ça coûte cher. Tout cela est d'une absurdité totale, qui n'est pas sans rappeler la situation d'autres pays que la Grèce, en moins dramatique, bien entendu. Vous dites comme Jean Arthuis, je sais qu'à terme, les Grecs ne paieront pas leurs dettes. Oui. Vous avez ce sentiment que là, derrière cette espèce de théâtre d'ombre diplomatique, de poignée de main, de sourire, au final, il n'y a pas d'autre issue? Vous rappelez l'histoire de l'Argentine? Il y a près de 300 milliards d'euros de dettes. Vous rappelez que l'Argentine était en faillite à la fin, je crois, des années 90, à cause des remèdes du FMI, et c'est quand elle s'est dégagée des remèdes du FMI que l'Argentine a pu finalement retrouver à peu près une santé économique. Maxime Barodi, quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. L'Argentine, depuis 2002...
vit dans une situation insupportable. Oui, difficile, et c'est ce que connaîtrait la Grèce si elle sortait de la zone euro. Écoutez, tous les économistes l'ont reconnu, les remèdes du FMI ont achevé de tuer l'Argentine. Elle a été obligée de se relever la tête et de sortir de ses remèdes. Ça a été reconnu, y compris par des économistes qui ont pignon sur rue. Les politiques. Quel est le pays qui peut autant investir, autant s'endetter, en laissant son économie se marginaliser, en accordant des augmentations de salaire qui ne sont pas justifiées par un accroissement de la productivité? Il y a eu une dérive complète. Il y a un pays qui fait presque tout ce que vous dites. On était allé tellement loin. Ça s'appelle les États-Unis. Je suis passé. Oui, mais c'est un État fédéral. Et il y a un gouvernement. Avec une dette privée qui reste abyssale. Et qui peut-être revoir ses taux. Abyssale et publique. Maxime Parodi. Incomparable à la nôtre. Et c'est le monde. Maxime Parodi, juste un mot important pour ceux qui veulent lire La Croix. Il y a cette interview, c'est une double page, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Benoît Sioutré, c'est un représentant français qui travaille à la BCE. Très longue interview sur la manière, la stratégie dans la BCE. Travaille avec les Grecs. Il explique tout simplement, il dit, mais regardez, il y a l'Irlande et l'Espagne qui ont fait les réformes nécessaires, utiles, réformes douloureuses, et ça a marché. Il dit aux Grecs, faites pareil que l'Espagne et l'Irlande, vous allez voir, ça ira mieux. Vous dites quoi, vous? Ils ont fait beaucoup d'efforts. Là, en même temps, c'est en train de repartir un peu, la confiance revient, il y a un début de croissance. Il faut continuer de les accompagner, c'est tout. Mais quand vous dites accompagner, vous faites partie de ceux qui disent la BCE, la Commission, Bruxelles impose un diktat insupportable et on va saigner un peuple, parce qu'on voit bien ces gens dans la rue qui disent nous on est prêts à reprendre entre guillemets le combat si Tsipras ne fait pas bouger les lignes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On bute sur un mur qui est que s'il n'y a pas le consentement de la population, on voit même par exemple pour récupérer l'impôt, ça devient difficile, quoi. Si les Grecs ne consentent pas, on est dans ce problème-là, qu'on ne peut pas leur imposer comme ça aussi longtemps des réformes venues de l'extérieur. Mais vous n'avez pas parlé de la corruption, Georges Préville, à qui je vous repose ma question. Est-ce que ce pays, si on effaçait sa dette ou en échelonnant une dette, est-ce que ce pays se relève sans toucher au débat autour des armateurs, au débat autour de la corruption, au débat... Non mais c'est une question, parce qu'on l'entend beaucoup. Mais enfin, ça demande du temps pour expliquer. Hein. Les armateurs, c'est un peu, si vous voulez, il y a en fait deux idées reçues, l'Église et les armateurs qui viennent et qui reviennent. Bon, mais... Pour vous, c'est quoi? C'est un cliché que je suis en train de... Oui. Allez-y, ça ne me pose aucun problème. Parce que les armateurs, ils contribuent beaucoup à l'économie du pays. Et si on les impose à partir d'un certain moment, ils partent le lendemain et donc on perd. Et l'Église fait une œuvre charitable, lui prendre l'argent qu'elle utilise pour les soupes populaires, pour les donner à l'État corrompu, ça veut dire qu'on va donner aux oligarques l'argent des pauvres qui ont les soupes populaires. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple. Mais ça, ce sont un peu... Mais c'est ce qu'on lit en France, hein. Je sais bien. Vous l'avez lu comme moi. Mais c'est que je voulais dire, c'est que en fait, vous savez, la Grèce est un pays avec un énorme potentiel économique. La Grèce, idéalement, pourrait très bien rembourser sa dette parce qu'elle a tous les avantages comparatifs qu'on peut imaginer, la nature, le patrimoine, la situation, le nom, etc. On a tout. Il y a 300 milliards de dettes, enfin presque 300 milliards, c'est pas rien. La diaspora, la marine marchande, c'est un pays qui a une capacité d'ouverture dans un monde de globalisation. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas à cause de tout un système qui s'est construit autour de la captation et de la distribution de la rente européenne. Vous voyez qu'on y revient. Où est passé l'argent? Excusez-moi de le dire comme ça. Oui, donc il y a des structures extrêmement résilientes à l'intérieur du pays qui bloquent sa possibilité d'attirer l'investissement. Les politiques, les oligarques? Il y a les politiques, il y a les oligarques, il y a l'administration, comment elle fonctionne. Corrompue. Donc, il y a surtout pas... Oui. L'État est extrêmement fragile. Mais on parle d'État. On fait tout pour le fragiliser. On parle d'État, on imagine que c'est la même chose qu'en France, etc. Parce qu'on utilise les mêmes noms. Mais non, en fait, c'est très différent. Donc ça fonctionne d'une manière tout à fait différente. Si on arrivait à faire, vous parlez des réformes structurelles, bon, on donne des sens différents. Pour moi, les réformes qu'on devrait faire, c'est la justice, c'est crucial. Justice, c'est-à-dire justice. C'est-à-dire rendre la justice rapide et efficace. Là, si vous entrez dans une aventure judiciaire anglaise, vous en sortez au bout de 20 ans. Vous avez investi, je ne sais pas, 1 million d'euros et ensuite c'est bloqué pendant 20 ans. Bon, donc ça ne peut pas... Donc, la justice. Les investisseurs, ils viennent avec beaucoup d'intérêt anglais. Ils voient l'administration, la complexité de l'administration. Ils voient la justice et ils voient aussi l'instabilité du système fiscal qui change tout le temps. Et le lendemain, ils sont partis. Et ils sont partis.
Jean Arthuis, je peux me permettre regardez ce petit tableau, on va le commenter ensemble. J'avais professeur, parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle ambassadeur, c'est un jeune ancien ambassadeur. Regardez, c'est les créanciers, c'est ceux qui vont, si d'aventure on ne règle pas cette dette, je pense qu'on va voir normalement ce petit tableau qui est tout près. On va le voir dans quelques instants. Jean Arthuis, ici, voilà. Répartition de la dette grecque, voilà. Il y a des bons du Trésor, il y a le FMI pour 24, il y a la BCE, investisseurs privés, les contribuables. Et bien c'est la question, Fonds européen de stabilité, c'est 130 milliards d'euros. Vous voyez comment tout est passé vers les contribuables. Vers les contribuables. Mais alors, est-ce qu'on dit aux Français qui nous regardent ce soir, vous nous le dites d'ailleurs sans trop de détour, ils ne paieront pas leur dette. Il y a des articles qui commencent à sortir, des articles économiques. On nous dit c'est 500 € par contribuable pour régler ce problème. Mais la question se posera également pour la France, sur la dette française. Mais comment peut-on justifier... On est loin de la Grèce quand même. Comment peut-on justifier qu'on impose dans la plupart des pays de l'Union européenne des réformes de retraite qui tendent à élever l'âge de départ en retraite parce que l'espérance de vie n'a cessé de progresser. C'est le cas de la France. Comment justifier qu'on puisse affecter des fonds publics pour venir en aide à la Grèce qui ne fait pas les mêmes réformes? Ça n'a pas de justification. Attendez, c'est important ce qu'on entend. Donc, il y a une vraie pédagogie à faire. Enfin, il faut arrêter de laisser croire que la politique peut faire n'importe quoi. Pas donnant. Ceci montre la misère de ces réformes structurelles imposées par une technostructure. Le problème doit être posé politiquement. Il doit être noté en termes de politique économique. C'est investir. C'est vrai d'ailleurs dans toute l'Europe. Mais qui va investir? Il faut permettre. Terminer. L'état de droit n'existe pas. La justice est lacunaire. C'est ici peut-être que les investissements publics européens, ou le plan Juncker est une misère, mais les investissements publics européens bien contrôlés pourraient peut-être faire repartir une économie. Vous êtes capable de contrôler cette situation? Mais sûrement pas avec des réformes structurelles où on réduit de la fonction publique à la peau de chagrin. Si on envoie de l'argent, qui gardera les gardiens? Si on envoie l'argent pour des investissements en Grèce, on va retomber. Je n'ai pas dit qu'il fallait envoyer. Dans la logique. Mais il y a sûrement un programme de grands travaux d'investissement pilotés éventuellement au niveau européen qui pourrait être fait. Il faut imposer les réformes qui vont relancer l'économie, c'est le débat. Maxime Parodi. La recherche, il y a des chercheurs de valeur en Grèce. On a fait des ponts sur les autoroutes, et puis on s'est aperçu que comme il n'y avait pas de cadastre, on ne pouvait pas aménager la route. Il y a le problème du cadastre en Grèce. Ne prenons pas les choses par le petit bout de la Mais attendez, Maxime Parodi. Le vrai problème, c'est la nature de ces réformes structurelles, et c'est ce on qui impose ces réformes structurelles, car ce on n'est pas une autorité qui puisse être acceptée. Et vous les financez comment? Laissez-moi finir, qui puisse être acceptée par la souveraineté populaire, dont on a dit tout à l'heure qu'elle est à la base de ce que peut vouloir une nation. Maxime Parodi, vous avez été choqué, vous, par le reportage sur ce petit morceau où l'ouvrier parle devant le port du Pirée et qui nous dit il avait été annoncé un gel et une nationalisation de ce port. Il est finalement vendu à une société internationale chinoise, si je ne m'abuse. Ça veut dire que Tsipras, malgré les rêves de pouvoir reprendre en main son destin, il n'y arrive pas, Maxime Parodi. Il a vendu un programme qui ne s'est pas financé. Ils ont besoin d'argent, de toute façon. Il était on peut voir ça aussi par rapport, par exemple, aux États-Unis. On découpe le problème de la sortie du dollar d'un État. On ne fait pas un État qui est en faillite comme la Californie ne sort pas du dollar. Donc on peut très bien essayer d'organiser, de penser la faillite de la Grèce sans la faire sortir de la Grèce, de l'euro, pardon. Et dans ce cas-là, il y aurait des ventes de biens de ce type-là. Ça me choque pas. Des îles, on l'a vu. On peut très bien imaginer aussi un eurodrachme, une monnaie commune, qui perdrait 30%, qui arriverait à 30% de l'euro, et on ferait une réfaction de la dette à du comptant. C'est pas. Permettrait de. Mais attendez, je crois que la monnaie commune, ça sera peut-être l'avenir de beaucoup de pays. Ne soyez pas imprudents. Attendez, on a une sentinelle. Allons-y un tout petit instant quand même. Pourquoi on a fait la monnaie unique? Parce qu'on avait fait un marché unique. Et que dans un marché unique, s'il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire casse la croissance et suscite le chômage. On a juste oublié une chose, c'est que le marché unique a été fait trop vite alors que d'autres continents n'avaient pas suivi et que l'Europe s'est retrouvée le ventre mou, notamment en matière de marché public. Souvenez-vous des dévaluations compétitives. Oui, je me souviens. Parce qu'il y a cette question, on dévalue et on règle une partie du problème. Quand on fait une monnaie, il faut qu'elle ait tous les attributs d'une monnaie. Or, l'euro n'a pas tous les attributs d'une monnaie et c'est pourquoi il n'est pas gérable. Il faut un gouvernement. Je ne suis pas si éloigné de le penser. J'ai une sentinelle citoyenne, vous allez voir, je l'ai. Une chambre de la Jean Arthuis, regardez. Un gouvernement démocratiquement contrôlé.
contrôler. Et Marie, il faut un gouvernement. Il faut un gouvernement. Vous êtes donc d'accord sur ce point? Qui n'émane pas des peuples La zone euro n'a pas été gouvernée. Alors, il y avait un président de la zone euro qui était là à temps partiel. Il était ministre dans son propre pays, ministre des Finances. Il était même en conflit d'intérêts. Ça ne peut pas continuer comme ça. On n'a pas pu faire de policy mix parce que on n'avait pas de gouvernement. Il n'y a pas de politique économique dans la zone euro. Parce qu'ECOFIN, le Conseil des ministres de l'économie et des finances, n'a jamais pris le rôle qu'il aurait dû Je vous prendre présente en ma donnant des sentinelle directives citoyenne. Voilà, regardez-la, elle est connectée. Voilà, il est connecté. Et je vous le présente d'abord parce qu'il vient souvent dans notre émission, parce qu'il pose des questions sur plein de sujets, et c'est l'intérêt des sentinelles, mais il est aussi président du comité des jeunes euro-réalistes, association qui traite des questions sur l'Europe. Vous êtes au cœur du sujet ce soir, Guillaume. Vous, le citoyen engagé, investi sur ces questions, vous êtes sur quelle ligne? Sur l'idée qu'on ne peut pas continuer à pressurer comme ça la Grèce et qu'on doit l'aider à sortir de terre par de l'investissement, par une stratégie européenne? Bonsoir Arnaud, bonsoir à tout le plateau. Oui, déjà je suis assez amusé d'entendre Monsieur Arthuis dire que la Grèce est donc un État fragile alors qu'il doit sûrement prôner la décentralisation en France, ou bien dire qu'on a fait l'euro parce qu'il y avait un marché unique, donc sous prétexte qu'on va aussi faire un marché unique avec les États-Unis et le TTIP, on va faire une monnaie commune avec eux. Voilà, c'est donc mon état d'esprit vis-à-vis de la Grèce est le suivant, c'est qu'on peut se demander si on ne peut pas faire un procès d'intention à Tsipras, puisque avant d'être élu, il allait dire au FMI, mais non, je ne sortirai pas de l'euro, etc., etc. Et pourtant, derrière l'euro, il y a une réalité politique. C'est pas une monnaie neutre, comme disait Alain Madelin, et Dieu sait que je le porte pas dans mon cœur. Le traité de Maastricht est une assurance vie contre une expérience socialiste pure et dure. Donc, va falloir faire un choix à un moment donné, et il faut l'assumer. Et je pense que Tsipras n'a pas fait ce choix. Vous en pensez quoi, vous, de Alexis Tsipras, qui est aujourd'hui à la tête de ce pays? Vous pensez qu'il a les capacités? Vous pensez qu'il est capable de tenir tête à Bruxelles, de trouver de la négociation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas si quelqu'un... C'est-à-dire, la situation est tellement compliquée, les contradictions sont telles que je ne sais pas qui pourrait, si vous voulez, résoudre ces problèmes. Hein. C'est parce que d'un côté, vous avez une population qui a des attentes. C'est-à-dire une population, il faut comprendre, pendant 3-4 décennies, peu à peu, la population grecque a pris l'habitude de considérer que c'est possible de vivre bien facilement sans travailler, sans faire d'efforts. C'est une mauvaise pédagogie. Maintenant, nous avons des générations entières qui n'ont pas connu autre chose que cette facilité. Donc, quand ça ne marche pas, il y a un moment où c'est pas possible, on peut pas. Donc, quand ça ne marche pas, elle considère que c'est la faute d'une puissance maléfique, c'est le capitalisme, c'est le gouvernement, etc. Et donc, il faut se révolter. Première chose. Ensuite, son parti est un parti qui a commencé avec 4%, qui a gonflé très rapidement, donc qui n'a pas, si vous voulez, une sorte de cohésion, et donc il y a toujours les risques, si vous voulez, d'une division si on... Ensuite, c'est cet énorme espoir qui a été créé, qui maintenant doit être mais vous craignez un soulèvement du peuple, excusez-moi. Vous craignez un soulèvement du peuple? Parce que là, ils disent quand même, si ça ne va pas, nous, on reprend le... Est-ce qu'il y a ce risque-là? On n'arrive pas à lever l'impôt? Oui, tout est possible. Parce que, écoutez, vous avez, il y a un système politique. Hein, un système politique qui a été créé, qui s'est développé pendant les années faciles, Ensuite, on arrive à la crise. Peu à peu, les systèmes politiques s'est détruit. C'est-à-dire il y a eu le PASOK, les socialistes qui ont évaporé, la nouvelle démocratie très affaiblie. Maintenant, c'est au tour de la gauche radicale, parce que c'est la réalité qui va les casser. On va se trouver dans un trou noir du point de vue politique. Il n'y aura plus de partis. Comment est-ce qu'on va tenir la situation? C'est le débat que je voulais avoir avec vous pour finir l'émission. C'est ce débat autour de la démocratie et de Bruxelles et de la stratégie. Ce débat finalement antidémocratique. Il y a un vrai problème de démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui ces États, et je parle de la Grèce, mais on peut parler de l'Espagne, on peut parler d'autres pays, vous parliez de la France, est-ce qu'aujourd'hui on est encore bien maître de notre destin? C'est qu'on a fait une Union européenne qui n'est pas pilotée politiquement. Mais... On a fait une zone euro qui n'est pas pilotée politiquement. L'enjeu démocratique, élire un député, élire un homme politique français, s'il n'est pas maître de son budget. Je suis député européen. Le Parlement européen est le seul Parlement qui ne vote pas le consentement à l'impôt.
L'impôt est au cœur de la citoyenneté. Remarquez que le Parlement national français le vote à peine. Nous le votons formellement. Oui, c'est la vous raison votez, pour laquelle nous le votons formellement. Vous le votez sous quand l'œil de même. Bruxelles, puisqu'avec le six-pack et le two-pack, il faut que nous remettions notre copie à la Commission européenne, qui fait des remarques avant même que nous ayons voté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté non pour ma part au TSCG, le traité dit d'austérité, qui corsette le peuple français d'une manière, les représentants du peuple français, d'une manière qui n'est, voyez-vous, à mes yeux, Monsieur Artus, c'est à mes yeux pas démocratique, fondamentalement. Et ça se retrouve toujours. La grande claque que reçoivent les gouvernements de tous les pays, ce sont les peuples qui, au fond d'eux-mêmes, et Dieu sait si c'est dit en France d'une manière dangereuse, les comprennent qu'on n'a pas... Et par le Parlement. Laissez-la terminer. Le peuple comprend qu'on n'a pas suivi quelque chose qui est conforme à la voie de la souveraineté. Ça n'a pas été voté. Excusez-moi, mais on peut prendre aussi l'exemple, qui n'est pas si lointain, de la Constitution européenne que les Français ont refusé à 55% et qui a été imposée PS et UMT ensemble par le Congrès au Parlement. Regardez où nous a mené cette forfaiture dans l'opinion française. Bruxelles, aujourd'hui et ce soir encore, est dans la négociation avec la Grèce. Oui. Il y a un débat sur la créance, sur l'échelonnement, sur les réformes à faire. Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent si on prend notre boule de cristal? Je pense qu'on trouvera un accord. Mais ce que je veux dire, vous êtes persuadé c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est qu'on ne peut pas avoir... Il y a toujours 300 milliards de dettes. Hein, on ne peut pas avoir une zone euro sans gouvernement. Oui. Il faudra ce gouvernement. Il faut une direction du Trésor européenne. Il faut donc une perte de souveraineté des nations. Mais c'est que... Quelle est la souveraineté? Vous pouvez faire ce gouvernement de la zone euro, c'est ce qui m'écarte de M. Arthuis qui veut un gouvernement fédéral. Vous pouvez le faire par la réunion des ministres de l'économie et des finances européens. Qui pilotent collectivement. Exactement. Vous voyez le résultat. Le Conseil ECOFIN, mais c'est pareil, avec le reste n'existe pas. Vous voyez le résultat. Qui eux-mêmes sont au moins les représentants de gouvernements qui sont démocratiquement désignés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la BCE. Voilà, on est d'accord. Et madame, si vous voulez une légitimité démocratique, je crois qu'il faudra un budget de la zone euro et il faudra une chambre de la zone euro. Il faudra d'abord un contrôle des décisions qui Ce qui est clair, c'est que quand vous êtes dans la zone euro, le pays qui est dans la zone euro a une autre responsabilité que les pays qui n'y sont pas. C'est ce que dit le responsable français de la BCE. Quand il y a un pays qui est en difficulté, ce ne sont pas les 28 qui mettent la main à la poche pour venir en aide à la Grèce, pour constituer le capital du mécanisme européen de stabilité financière ou le Fonds européen de stabilité financière. Ce sont les États membres et c'est vous qui votez dans les lois de finances nationales. Oui. Eh bien, ceci nécessite un contrôle parlementaire, une légitimité parlementaire. Il faudra bien un jour une chambre de la zone euro. Regardez le poids de la dette pour les pays européens, parce qu'on fait aussi de la pédagogie, on parle beaucoup de chiffres, je parle de 300 milliards, c'est un peu moins de 300 milliards la dette, il y a plusieurs chiffres. La répartition sur la dette grecque, 284 milliards, donc c'est quand même une dette importante. Fonds européen de stabilité, c'est 130 milliards, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a l'Espagne qui est à 18 milliards, l'Italie à 23, la France 31, et celui qui est évidemment en première ligne, c'est l'Allemagne, d'où les négociations serrées, mais la France, évidemment, est très engagée. 41 peut se comparer quand même. Maxime Parodi, sur cette question des pays européens, des risques de soulèvement des peuples, vous disiez tout à l'heure que quand on ne peut plus lever l'impôt, quand c'est difficile, évidemment, l'État est grippé. On a vu Podemos en Espagne, on a vu les images qui passaient derrière nous, et on voit des populismes qui montent dans les pays européens. Comment on réinvente une démocratie en Europe? Parce que le débat grec, finalement, soulève toutes ces questions. Les choses par leur nom, des extrêmes droites. Des extrêmes droites. On dit souvent populisme, et ce sont des partis d'extrême droite. Ce n'est pas un mince danger. Oui, comment vous regardez ce sujet, vous qui souhaitez plus de démocratie, finalement J'ai ma petite idée qui est peut-être pas la même que la vôtre. Maxime Parodi. Allez-y, Maxime Parodi. Mais oui, regardez, il ne veut pas vous laisser parler. Allez-y, Maxime Parodi. Oui, non, on est pour un parlement de la zone euro, avec une gouvernance, un gouvernement ou en tout cas un arbitre qui prennent le cas grec est un test pour cet arbitre-là, pour mettre en place l'esprit de comment on va faire ensemble, mais les nations, comment elles vont faire ensemble pour gérer leurs conflits, pour arbitrer leurs problèmes de budget. Effectivement, si on ne régule pas nos budgets, on voit bien que la politique monétaire ne fonctionne pas. Donc on a une Grèce qui a un accès au financement facile pendant des années et on ne leur a rien dit, on ne les a pas arrêtés. Donc il faut qu'il y ait cette forme de gouvernance. De régulation qui, sur les budgets, disent en ce moment, vous ne pouvez pas continuer à alimenter une économie en surchauffe. Vous, par contre, vous soyez le moteur et tout ça. Il faut qu'on en discute. Un chef d'orchestre européen. Il faut un chef d'orchestre européen. Donc, une perte de souveraineté, il y a un débat qui est posé. Non, mais juste, je veux vous entendre. Un partage de souveraineté. Un partage, non, mais c'est un débat sur cette question de la souveraineté. Alors, oui. On est vraiment sur le partage. La souveraineté, elle ne se divise pas, la souveraineté. C'est-à-dire que tout pays peut sortir souverainement. Donc finalement, la souveraineté, il la conserve jusqu'au bout.
Par contre, on décide de la partager sur des enjeux européens, en se disant qu'on va se mettre d'accord sur ces conflits qui nous dépassent. Donc partage ou perte ? Elle est partageable sur des bases démocratiques, c'est-à-dire à la condition que ce soit les gouvernements qui, mis ensemble, représentant leur peuple, qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puissent être remerciés par leur peuple lorsque leurs peuples ne sont pas d'accord avec des directions prises. Or, tout le système européen consiste à verrouiller la volonté des peuples en imposant des réformes issues d'une technostructure, la technostructure européenne de Bruxelles, qui est le problème, c'est quoi? C'est que comme il n'y a pas de gouvernement, l'Europe est gouvernée par quoi? Par des textes, par des directives, par des règlements, par des normes. Et des technocrates. Et le règne, le règne des règles, des directives et des normes, c'est quoi? C'est la technostructure, c'est la bureaucratie, c'est l'inertie, c'est l'incapacité. Donc c'est la montée de l'extrême droite, c'est le populisme. Et si l'extrême droite monte, si le populisme monte, c'est quoi? C'est parce que la façon dont nous gouvernons nos États, c'est vrai en France, c'est vrai dans la plupart des pays, que ce soit la gauche ou la droite, la façon dont nous gouvernons est un dysfonctionnement. On raconte des salades aux gens, on n'assume pas nos responsabilités. Le vote populiste est un vote d'exaspération. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore la souveraineté en main sur des sujets majeurs. Et ils donnent en spectacle leur impuissance politique. Georges Prévélakis, juste un petit mot, parce qu'avant de nous quitter, vous, l'avenir, vous le voyez comment ? Dire quelque chose de manière un peu plus... Et ça sera le mot de la fin. Oui, parce que je pense que cette discussion montre très bien quel est le problème de fond de la Grèce. Nous avons commencé pour discuter de la Grèce. Et peu à peu, la discussion est étendue à la question européenne. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on voit les centres et on ne voit pas la périphérie. La Grèce a été toujours la périphérie dans la vision européenne. C'était un enjeu périphérique. Donc, manque d'attention et de concentration, c'est qui est la source des problèmes. Parce que les problèmes se développent en périphérie. C'est normal, je ne sais pas pour critiquer, mais d'ailleurs c'est un problème, si on le voit de manière historique, les empires ont toujours péri à partir de problèmes négligés de la périphérie. Et aujourd'hui, la Grèce, le cas grec constitue une très grande menace pour l'Europe. Je pense qu'on va le voir dans les mois qui viennent, parce que l'Europe se trouve face à un dilemme impossible. Soit on cède à la Grèce, ça veut dire qu'on accepte que la règle européenne n'est pas respectée. Et on ouvre la porte à d'autres pays. Soit on laisse la Grèce sortir de l'euro, entrer dans une logique de faillite et même de crise humanitaire, c'est qui va être un coût extrêmement grave pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je vais vous dire ce qu'on va choisir. On va reporter le problème un peu plus loin et on va les retrouver dans 2 ou 3 mois. On va prendre de petits arrangements, mais le vrai problème, c'est que l'Europe est un danger pour elle-même telle qu'elle est construite. Mais, à mon avis. Merci. Mais moi je dois... sur la façon dont les États... Je vais souligner ce que j'ai dit depuis un certain moment. Il faut plus de concentration, plus d'attention sur la logique du problème grec. Merci à vous quatre. En les survolant qu'on peut les régler. Georges Prévélakis, ce débat, on aurait pu le poursuivre encore longtemps. C'est intéressant aussi d'entendre quelqu'un de l'intérieur nous raconter son pays. Merci à Jean Arthuis, merci beaucoup. Vous êtes député européen UDI, ancien ministre de l'économie. Merci à lui sur ce plateau. Merci à Marie-Françoise Bechtel, députée MRC, voilà, apparenté socialiste, MRC de l'Aisne. Merci à Maxime Parodi de l'OFCE, sociologue et pas économiste. Vous y tenez beaucoup. Et merci à Georges Prévélakis, professeur de géopolitique à Paris 1, Panthéon, ancien ambassadeur justement à l'OCDE, grec, futur, ancien, c'est une expression que je garde pour moi. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. On a le sentiment ce soir que l'accord est encore loin. Merci à tous ceux qui nous aident à préparer l'émission. Jean Arthuis, écoutez, il y a une liste qui est très longue. Fanny Saliou, Éléonore Lazou, Ariane Demès qui est à l'oreillette, évidemment Laurent Charbonnier, et puis aussi Élise Molière. Je n'ai oublié personne, je crois. Merci à toute l'équipe technique, et puis on se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions de Ça vous regarde. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bonne soirée, bon week-end. Thank you.